Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce second webinaire de notre cycle d'événements La place de l'humain en sécurité routière face à l'évolution des mobilités. Je vois que les participants commencent à nous rejoindre, donc je vous propose de commencer et on sera, le nombre va grossir au fur et à mesure du temps qui passe. Mais en tout cas, on a un ordre du jour qui est assez chargé, donc je vous propose de commencer sans plus attendre. Comme pour la session d'hier, je vous demanderai de couper vos caméras et micros pour le bon déroulé de la session. Vous pouvez poser vos questions toujours via le chat en ligne aux participants. On aura le temps normalement de les prendre à l'issue de chaque présentation, et si le temps nous manque, on aura aussi la possibilité de vous répondre par écrit. Voilà. Donc merci d'avance pour la prise en compte de ces quelques règles de fonctionnement. On est aujourd'hui à notre seconde session, donc initiative et solutions. On a eu des belles présentations hier des enjeux liés à notre thématique, et aujourd'hui on va pouvoir se concentrer sur des problématiques concrètes, sur des solutions, des choses qui sont mises en œuvre actuellement pour essayer de mieux comprendre la situation à l'heure actuelle et de répondre aux enjeux qui ont pu être énoncés. On terminera demain avec une session de networking. Je vous encourage vraiment à nous rejoindre à cette occasion-là. Ce sera vraiment l'occasion de pouvoir échanger entre nous de vive voix autour de ces sujets et de mettre un petit peu on va dire de concret, et en tout cas des visages devant les noms que vous voyez dans les listes. Aujourd'hui, donc, on a trois intervenants qui sont Augustin Guibaud de l'UTAC, qui nous présentera un projet sur les EDP et notamment sur la détection des EDP par les ADAS. On se tournera ensuite vers Jean-Baptiste Hoé du Lab, qui va nous faire une présentation des travaux qui sont réalisés dans le cadre du gros projet SAM, que vous avez certainement déjà, qui a certainement déjà été évoqué à d'autres occasions, en se concentrant vraiment sur les aspects sécurité et acceptabilité pour le véhicule autonome. Et on restera toujours sur le véhicule autonome pour vraiment se pencher sur les aspects sociétaux, avec Philippe Chrétien qui nous présentera les premiers résultats et les méthodologies qui sont mises en œuvre dans le projet européen Avenue. Voilà pour la petite présentation. Je vous propose de passer tout de suite aux présentations, et je vais laisser la parole à Augustin Guibaud pour commencer pour la première présentation. Bonjour Florent, bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci Augustin. Est-ce que je peux te laisser présenter tes slides directement? Oui, normalement j'ai tout ce qu'il faut, je vais faire un test. Là, normalement ça devrait fonctionner. Oui, très bien, ça s'affiche. Donc voilà, comme je le disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, on les prendra par la suite. Donc, voilà. Augustin, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup Florent de me laisser l'occasion de présenter ce projet. Donc c'est un projet qui est en fin de compte une collaboration avec la délégation à la sécurité routière du ministère de l'Intérieur. C'est un projet qui a duré 1 an, dont le début a été en juin 2019. Les essais se sont faits en avril 2020 sur nos pistes, et on a pu le présenter à la DSR en octobre 2020. Donc, il s'agit de l'étude de la réaction des systèmes ADAS sur les usagers de trottinettes électriques. Et c'est un projet qui a été conçu autour d'une étude d'accidentologie, puis d'une enquête physique dans les rues de Paris afin de collecter des paramètres et des scénarios d'accident. Et grâce à ça, on a pu développer des scénarios qui ont été effectués sur piste avec une cible d'essai qui a été prototypée par l'UTAC. Donc pour introduire le projet, c'est important de partir du constat que le nombre d'accidents impliquant les usagers en trottinette augmente significativement. C'est dû à l'apparition du free floating dans les grandes villes, donc c'est les trottinettes en libre service, les sociétés comme Lime ou Bird. C'est lié également à la haute vulnérabilité de ces engins, du fait qu'il n'y a aucune protection et que le châssis est assez sommaire, et aussi à l'émergence des mobilités vertes dans les grandes villes et puis partout sur le territoire.
Donc, pour l'UTAC, et pour tout le monde, ces nouveaux engins de déplacement personnel constituent une cible compliquée à détecter pour les ADAS, car pour le moment, elle est en dehors des protocoles d'homologation Euro NCAP. Et pour l'UTAC, ces usagers doivent être détectés par les ADAS au même titre que les autres VRU. L'objectif de cette étude, c'est d'étudier, de mesurer la réaction des ADAS et de proposer à terme de nouveaux protocoles d'évaluation Euro NCAP pour que cette nouvelle cible soit prise en compte par les constructeurs automobiles. Pour arriver à ces fins, nous avons pu appuyer le projet sur 4 work packages. Dans un premier temps, l'accidentologie, deuxième temps, le développement de la cible, puis la définition des use cases à reproduire sur piste, et enfin l'étude des réactions, le dépouillement des essais finalement. Alors, donc pour le premier work package, on n'a pas pu intégrer les infos du bac dans ce projet car il a été réalisé avant que les EDPM ne disposent d'une catégorie dédiée dans celui-ci. Donc la stratégie pour pallier à ce manque, ça a été de faire une revue littéraire pour identifier les use cases et une investigation dans les rues de Paris pour identifier notamment les vitesses de déplacement, le placement sur la chaussée, etc. Donc ensuite, je vous ai rajouté les chiffres de 2019, donc ils ont été rajoutés après le projet. Donc les EDPM, ça représente, selon le bac 2019, 630 accidents corporels, 10 usagers tués et 554 usagers blessés. Et pour info, notre prospection dans la rue de Paris nous a permis notamment de relever des vitesses moyennes. Donc sur 50 vitesses relevées, on a pu établir une moyenne à 20 km/h. Donc ça nous a aidé pour mettre en œuvre les essais. Ensuite, la revue littéraire nous a permis de récolter aussi un certain nombre de renseignements grâce notamment à l'étude du bureau de recherche CIST qui a été publiée le 6 juin 2019 et qui nous a apporté des informations complémentaires quant à la circulation des usagers ainsi que sur les utilisateurs. Donc on a pu en apprendre plus sur l'identification du profil des usagers, la caractérisation des usages des trottinettes, ainsi que la compréhension des déterminants et les freins à ce nouveau mode de déplacement. Dans cette étude du CIST, on y apprend que si les usagers souhaitent circuler en priorité sur les pistes dédiées, là on voit que c'est à 82%, ils utilisent le plus souvent le trottoir ou la chaussée à 54%. Donc ça a été intéressant pour construire les scénarios d'essai. Ensuite, on a également analysé les articles de presse qui relayaient des accidents de trottinettes. Donc au total, on a analysé 27 articles. Il convient d'être vigilant quant à la fiabilité de ces informations parce qu'on a pu trouver certains écarts entre différents journaux qui relayaient le même type d'accident. Et par contre, on a eu 7 accidents sept articles qui nous ont présenté assez de détails pour avoir un visuel très précis de l'accident et notamment du placement des protagonistes, etc. Et donc, les chiffres de cette étude nous ont permis de dégager les 3 use cases les plus redondants. Donc, le premier à 34%, c'est SCP-RD, comme on l'appelle. Donc, c'est un scénario de croisement. Ça veut dire Straight Across Path Right Direction. Ensuite, on a le scénario CSLA, qui est un scénario longitudinal. Et puis, ensuite, on a une catégorie qui est indéfinie, mais on a pu conjecturer que c'était soit SCP, soit LTAP. Et enfin, LTAPOD, donc ça, c'est un scénario où un véhicule tourne à gauche et croise une trottinette qui arriverait par en face. Donc, une fois qu'on a eu ces use cases, il a fallu développer une cible. Donc, première étape du développement de la cible, le choix du véhicule. Donc, on s'est basé sur les levées de fonds des opérateurs de free floating en 2019 pour déterminer quel était l'acteur le plus présent. Et donc, c'est Lime qui l'était à l'époque. Et grâce aussi avec d'autres études, on a pu voir que la trottinette la plus vendue, c'était le modèle Segway Ninebot ES2. Donc c'est ce modèle qu'on a utilisé pour faire notre cible. Ensuite, la seconde étape, ça a été de trouver un moyen de propulsion adapté pour faire bouger cette cible sur nos pistes.
Donc les besoins, c'était d'avoir une longueur de guidage supérieure à 100 mètres. On voulait que notre trajectoire puisse être longue pour permettre aux véhicules d'avoir le temps de détecter la cible. On voulait que la vitesse de déplacement soit comprise entre 15 et 25 km/h, ce qui correspond à peu près à la moyenne de 20 qu'on a pu voir tout à l'heure. Et il fallait qu'on puisse effectuer un guidage longitudinal. Donc en fait, la Launchpad qui a été utilisée notamment pour le projet Muse, dont vous avez sûrement entendu parler, a été le moyen de propulsion le plus adapté à nos besoins. Et elle présente l'avantage d'être facile à manipuler et transparente aux yeux des ADAS. Donc on a trouvé un moyen de fixer la trottinette sur la Launchpad, puis de fixer un mannequin piéton sur la trottinette, de sorte à faire une cible représentative. À noter que désormais, il existe des cibles impactables qui sont sorties il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on peut considérer que cette cible c'est un prototype, mais maintenant elle est obsolète. Voilà. Ensuite, donc définition des use cases. Donc ici, on retrouve les trois scénarios d'essai qui ont été conjecturés de l'accidentologie. Donc on a 12 tests en tout, on les a effectués avec plusieurs vitesses de déplacement pour le véhicule ainsi que pour la trottinette. Et donc là, on voit bien les trois schémas d'essai. Donc c'est des scénarios qui ont été construits à partir de notre expérience des protocoles Euro NCAP. Ils sont à la fois inspirés des scénarios NCAP vélo, mais à l'avenir, on serait capable de développer des essais encore plus pointus puisque la Launchpad permet d'assurer des déplacements très précis. Ensuite, on a dû choisir des véhicules d'essai. Donc, on a décidé de partir sur un modèle qui présente de grandes performances ADAS, qui est la Tesla Model 3, et un modèle un peu plus standard, qui a des ADAS un peu plus sommaires. Et donc, ça a été la Peugeot 208. À noter que la Tesla Model 3, qui a fait les essais à l'époque, possédait une mise à jour logicielle sans la catégorisation des EDPM. Est-ce qu'on a appris qu'aujourd'hui, il y avait eu des efforts de fait sur les logiciels pour détecter ces nouveaux VRU? Donc les résultats des essais, ils ont été édités selon une grille de type Euro NCAP, donc c'est pas celle que vous avez sous les yeux, c'en est une autre, ça c'est un résumé. Le bilan, c'est qu'on voit qu'il n'y a pas eu d'AEB pour les deux véhicules. Néanmoins, il y a eu un warning qui a été émis dans le scénario longitudinal pour la Tesla Model 3 à chaque essai. Et également, la 208 a émis un FCW, mais c'était lors d'un essai qui a été avorté. Enfin, l'essai était mal paramétré et malgré tout, on a eu une réaction de la 208. Mais elle n'apparaît pas ici puisque l'essai ne respectait pas les critères. En plus de ces résultats, on a pu observer aussi l'IHM et puis les véhicules, et on a vu que durant les essais LTAPOD, donc de virage à gauche, la cible est catégorisée par la Tesla sous forme d'un vélo, puis quelques secondes plus tard sous forme d'un piéton. On voit que c'est pas très clair pour l'IHM. Après, c'est juste ce qu'on a pu voir sur l'écran. En tout cas, il y a pas de, il y a une confusion à ce niveau-là. Et donc, pour conclure, on a pu constater que les véhicules sont capables, dans certaines configurations, de détecter l'usager, mais qu'aucune décision n'a été entreprise par les véhicules. Pourtant, on peut estimer que la silhouette d'un utilisateur de trottinette se rapproche de celle d'un piéton. Et c'est ce qui expliquerait d'ailleurs pourquoi la Tesla a pu la catégoriser comme un piéton. Et si on extrapole un peu, on peut envisager qu'une simple mise à jour pourrait permettre au véhicule de prendre des décisions
et de pallier à cette brèche dans la sécurité active des véhicules. Brèche, par ce mot-là, j'entends la brèche des EDP. Nous, à l'UTAC, on pense que le chemin il est encore long avant que les constructeurs n'adoptent cette initiative. Et on est persuadé que si c'est orchestré par des organisations officielles comme l'Euro NCAP, ça pourrait accélérer le processus de mise à jour et l'adoption de nouvelles stratégies décisionnelles des systèmes ADAS. Voilà. Et oui, c'est aussi la raison pour laquelle on a fait le choix de proposer une ébauche de protocole Euro NCAP à l'issue du projet dans un objectif commun qui est la sécurité de tous. Et je m'aperçois qu'on a réutilisé la photo que Philippe Chrétien a présentée hier. Oui, c'est la même. Voilà. Alors qu'en fait, c'est un montage assez ridicule. Ouais. Oui, c'est vrai, il n'a pas l'air d'avoir très mal. C'est pas très sérieux. Ouais. Voilà. S'il me reste un peu de temps, je peux vous présenter, il y a une petite vidéo du projet qui a été faite. Je ne sais pas si Florent... dans les temps, ouais, avec plaisir. Dans les temps. Par contre, de mon côté, c'est relativement figé. Pardon. Oui, je vois rien non plus. Enfin... Sinon, c'est pas la peine. Elle sera disponible dans les. Enfin, si Florent, tu envoies les slides. Oui, je le joindrai au replay, effectivement. Ok. Bah, merci Augustin pour la présentation. Je vois qu'on a quelques questions dans le chat. C'est moi qui vous remercie. On peut peut-être répondre à l'une ou deux d'entre elles tout de suite, et puis on prendra les autres à la fin. On a une question au niveau de la fusion de données, puisque effectivement la fusion de données ne génère pas la classe d'objets EDP vraiment en tant que telle. Donc finalement, est-ce que la question est assez ouverte, hein, mais est-ce qu'il faudrait une classe spécifique pour les EDP, ou justement est-ce que finalement est-ce que si on se concentre sur le fait d'avoir un piéton ou un vélo, est-ce qu'on va vraiment avoir des différences en termes de comportement? Ouais. Alors nous, on pense que oui, il y a une différence de comportement parce que entre un piéton et une trottinette, déjà les vitesses de déplacement ne sont pas les mêmes, et puis aussi on peut avoir des écarts sur la route. Par exemple, un des scénarios qu'on a pu proposer à l'Euro NCAP, c'est un scénario dans lequel la trottinette est sur la droite et elle contourne un véhicule qui serait stationné également sur la droite. Et dans ces cas-là, en fait, la vitesse à laquelle le VRU il apparaît devant le véhicule, elle est très rapide. Et du fait que l'image du véhicule est beaucoup plus contenu, enfin c'est beaucoup plus petit qu'un vélo, pour nous il y a une réelle différence. Ça se place à peu près entre les deux, entre le piéton et le vélo, mais ouais, pour nous ça ne peut pas s'apparenter à un piéton ou à un vélo. Merci. Peut-être une question peut-être un peu spécifique de Stéphane Battarière d'AV Simulation sur le fait que les résultats de ce test soient intégrés à l'offre PAC scénario UTAC Scanner. Peut-être Stéphane, ou en tout cas peut-être Augustin, si tu as tous les éléments pour y répondre, peut-être expliciter un petit peu la question aussi. Ok. Voilà, je sais pas si... J'ai pas la question. Peut-être. Ouais, c'est Stéphane Battarière. Donc, pour expliciter un peu plus la question, il y a un pack de scénarios NCAP et régulation et réglementaires qui sont disponibles avec Scanner. Donc, c'est des scénarios qui émanent de l'UTAC et qui sont simplement le transfert de ces scénarios physiques dans le monde virtuel, dans le monde de la simulation.
Ça comprend des tests AEB, des tests divers et variés. Et la question, elle est, est-ce que ces tests liés à l'usage des EDPM sont intégrés à terme, à court terme, dans l'offre de pack scénario compatible scanner? Je ne pourrais pas vous répondre, mais je sais que nous, on attend que la roadmap prenne en compte les EDPM, et ce serait potentiellement en 2025. D'accord. Mais pour l'instant, je ne saurais pas vous dire. Et ça, c'est pour la roadmap NCAP. NCAP, Euro oui. NCAP. D'accord. Oui. Ok. Après, on peut l'intégrer dans le pack de scénario indépendamment de NCAP, c'est-à-dire être plus, comment dirais-je, plus sévère, plus Oui, mais en fait, oui, volontariste. c'est ça. Ça présenterait une contrainte pour ceux qui auraient ce pack simulation, puisqu'ils devraient s'adapter à des engins qui ne sont pas encore pris en compte par les NCAP. Oui, au choix. Il pourrait le faire, l'anticiper ou non, oui, tout à fait. Ouais. Ok, merci. Je vous en prie. Pour faire le lien avec la dernière question qu'on a dans le chat, effectivement, on est finalement sur une thématique qui évolue très vite, qui est pour l'instant encore, on va pas dire dans une situation nominale. On a une question là sur la vitesse autorisée dans Paris, qui a évolué récemment. Effectivement, la vitesse a été réduite dans la plupart des rues de Paris pour les trottinettes électriques. Sur les zones piétonnes, notamment. Comment est-ce que ça, finalement, quelle incidence ça pourrait avoir sur les résultats d'études, d'une part, et puis comment le prendre en compte pour la suite, quoi. Oui. L'incidence que ça peut avoir sur les résultats de l'étude, c'est que du fait que les EDPM, s'ils se déplaçaient à une vitesse plus réduite, ça permettrait d'avoir plus de temps au véhicule de le détecter, et donc potentiellement d'avoir une réaction plus probante. Après, on sait que ces limitations, c'est des limitations qui sont arbitraires, parce que c'est que dans certaines zones, et il n'y a pas un retour il n'y a pas eu de retour très distingué sur cette nouvelle mesure. Oui. Pour être plus précis, je crois que les trottinettes en free floating sont automatiquement limitées en vitesse dans ces zones-là. Par C'est le plutôt GPS. ça la réalité des choses. En fait, en ce qui concerne les trottinettes et les utilisateurs particuliers, en pratique, il n'y a pas d'évolution significative. Je ne crois pas que la police soit habilitée à verbaliser s'ils sont au-dessus de 10 km/h. Je pense pas. Je pense qu'ils suivent le flot du trafic qui est limité à 30 et ils sont à 25. Voilà. Oui, exactement. En fait, les trottinettes en free floating, elles ont un géopositionnement GPS qui est lié avec l'application téléphone. Et c'est grâce à ça qu'ils arrivent à limiter la vitesse dans certaines zones. Mais c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas du tout sur des appareils à usage privé. Merci pour les réponses, Augustin et Philippe. Je vous propose de passer à la présentation suivante. On reviendra éventuellement aux questions s'il y en a quelques-unes qui émergent d'ici la fin de la session. En tout cas, merci Augustin, et je propose de passer la parole maintenant à Jean-Baptiste Hoé pour un focus sur le projet SAM et les travaux qui ont été menés. Oui, bonjour. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, Et parfait. est-ce que ma présentation apparaît? En train de... Oui, voilà. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du projet SAM et de ses enseignements lorsqu'on étudie l'interaction entre le véhicule autonome et les autres usagers de la route, qui sont humains, bien sûr. Donc, déjà, quelques mots sur le... Attendez que je trouve le bon focus. Voilà. Quelques mots sur le projet SAM, donc, qui est vraiment un beau projet. Sans s'éterniser sur la partie institutionnelle, je vous laisse lire, mais donc un projet financé par l'ADEME. Jean-Baptiste, je ne partage plus. Je Oui, ne partage plus. Désolé. Oui. Alors, parce que j'ai eu un problème de caméra, j'ai dû basculer sur la version web, donc je ne sais pas tout à fait les mêmes marques. Est-ce que c'est pas ça? Voilà, là c'est bon.
sauf que ce n'est pas ce qui doit apparaître. Voilà, je pense que c'est bon. C'est une autre présentation. Je vais changer mon slide. Si je fais ça, voilà, ça fonctionne. Je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais ça fonctionne. On y est. Donc, le projet SAM, j'en étais là. Donc, projet financé par l'ADEME, vous pouvez voir qu'il y a de nombreux partenaires avec des constructeurs, des universitaires, des organismes semi-publics, vraiment du beau monde, bien sûr. Le focus, il est vraiment sur les nouveaux services de mobilité, ce qui inclut la conduite automatisée, qui peut avoir lieu soit des valets de parking, soit sur du VTC, des transports publics, livraison au dernier kilomètre. Si on regarde un tout petit peu le détail, donc cette richesse parmi les partenaires permet d'avoir un grand nombre d'expérimentations. Et donc, il faut que je change les slides 2 fois. Je ne sais pas pourquoi, mais on va faire comme ça. Voilà. Vous pouvez voir donc il y a de nombreuses expérimentations qui sont un petit peu partout en France. Et qu'un des intérêts, c'est que ces expérimentations couvrent différents sites, différentes conditions, mais aussi différents véhicules. Donc, on peut voir des expérimentations avec des véhicules particuliers autonomes. Donc, je peux citer en exemple l'expérimentation qui est portée par Stellantis et Cofiroute sur voies chaussées séparées. Donc, c'est des autoroutes en Île-de-France, donc avec notamment, là, vous pouvez voir un véhicule Stellantis qui teste les conditions plutôt à grande vitesse, quand il n'y a pas trop de bouchons, bien sûr. Mais là, on est bien dans un véhicule particulier avec un conducteur qui est dans son véhicule, qui à un moment enclenche le mode autonome, qui peut, ou mode automatisé, comme on veut l'appeler, qui du coup profite du temps ainsi libéré et qui va reprendre la main une fois à son initiative ou une fois que le système lui demande. On va trouver aussi donc maintenant, après le jaune, le vert, des systèmes autonomes de transport collectif et partagé qui peuvent être soit sur des bases plus de véhicules. Donc, vous pouvez voir le robot-taxi proposé par Renault à Saclay et à Rouen. Donc là, on est dans des environnements qui sont urbains pour Rouen. On a aussi RATP Paris-Rive-Gauche, qui est une belle expérimentation, plein cœur de Paris. Donc là, on en a déjà pas mal parlé, tant hier que tout à l'heure avec Augustin. On a des autres usagers de la route qui sont des piétons, des cyclistes, des nouvelles formes de mobilité, qui sont autant de challenges techniques pour le véhicule autonome et autant d'enjeux de sécurité dans l'interaction tel qu'on peut l'observer. Saclay, on est plus sur le campus universitaire, tant polytechnique que côté université, avec des enjeux de desserte du territoire, d'accès au transport en commun, des heures de pointe le matin, le soir, l'après-midi, et des formes de mobilité qui sont un petit peu différentes. Il y a également dans ces systèmes plus collectifs les minibus, fournis également à Saclay et Rouen par Transdev, mais également Bois de Vincennes par la RATP. Donc là, l'originalité, c'est que ces navettes ont une partie du parcours dans le bois directement. Donc là, on est plutôt en week-end sur des promenades, mais avec une partie qui doit traverser une route, accéder jusqu'au métro avec ces problématiques d'insertion urbaine. Donc, vous voyez, j'en ai cité 3 sur lesquels je vais plus m'appuyer pour donner des exemples. C'est des expérimentations qui sont différentes, c'est différents types de véhicules. Et toutes ces expérimentations, c'est à la fois la possibilité, bien sûr, de faire de la mise au point technique, de tester des services de mobilité, mais plus intéressant pour nous, c'est aussi un fantastique vivier pour faire des évaluations de l'impact du véhicule autonome en conditions réelles. Ces études dans le projet SAM couvrent 12 domaines d'évaluation. Le lab, il intervient sur les 3 qui sont en gras. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est plus les travaux qui concernent, est-ce que je peux faire apparaître mon petit, voilà, c'est ce qui concerne plus particulièrement le comportement des usagers, sur lequel le lab intervient, mais pas tout seul. Donc avec VDCOM et avec le CEREMA, on travaille à 3 sur ce domaine d'évaluation. Donc, l'interaction entre le véhicule autonome et le conducteur humain. Donc, la question qui se pose, c'est comment on peut étudier les enjeux de sécurité dans cette interaction. Donc, la première chose qui vient à l'esprit, c'est bien sûr, c'est tout ce qui est accident. Alors, on espère, bien sûr, pour les expérimentations, qu'il n'y ait aucun accident là, sur les durées de roulage.
Mais ça n'empêche pas de faire une analyse accidentologique telle que celle qu'Augustin a présentée juste avant. Donc là, c'est mes collègues d'accidentologie du lab qui prennent en charge cette étude. Donc l'idée, c'est de partir sur des bases de données existantes avec des accidents recensés pour savoir le type d'accident que pourrait avoir affronté le véhicule autonome. Un travail qui est fait au lab depuis plusieurs années, c'est l'analyse des incidents. Alors, on parle aussi de SCE, pour Safety Critical Event. En gros, c'est des situations de conflit où il y a des trajectoires, plusieurs véhicules qui se croisent et qui nécessitent une manœuvre d'urgence pour éviter le crash. Donc, étudier ces incidents, ces presque accidents, déjà, c'est intéressant parce que ça sert de remplacement aux accidents. En regardant quels sont les types d'accidents, ça donne une idée des accidents qui pourraient arriver si ces incidents n'étaient pas évités. Et donc, on va s'appuyer sur les données de roulage dans les expérimentations pour extraire ces incidents, ces presque accidents. Et ça va être intéressant parce que ça va pouvoir venir robustifier l'étude accidentologique, vérifier si les cas un peu critiques anticipés ont bien lieu ou pas, mais aussi pouvoir identifier les nouvelles sortes de risques qui sont provoqués par le véhicule autonome. Le véhicule autonome, vous le savez, il ne se comporte pas comme un être humain, donc il peut avoir des différences de réaction qui peuvent être surprenantes, qui peuvent éventuellement amener des nouveaux risques. Et donc, avec ces incidents, on a une chance de pouvoir évaluer ces nouveaux risques. Alors ensuite, il y a un autre domaine qui est moins critique encore que les incidents, là, que je vais appeler ici perturbation. C'est-à-dire que le comportement du véhicule autonome et le comportement du véhicule humain, dans une grande majorité des cas, en tout cas on l'espère, vont être en interaction fluide les uns avec les autres. Et des fois, on se rend compte qu'on peut observer qu'il y a que ça accroche, qu'il y a des choses qui ne se passent pas de manière aussi fluide que prévu. Et ces perturbations, elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent donner des facteurs qui peuvent amener jusqu'à des incidents, potentiellement des accidents. Et en tout cas, elles sont révélatrices de comment se passe cette interaction entre cet acteur robotique et cet acteur humain. Donc, pour donner quelques exemples de thématiques de notre étude, les incivilités de conduite, et notamment comment les incivilités de conduite humaines viennent perturber le véhicule autonome, mais pas que, vous verrez. Des inadéquations des attentes de comportement, un conducteur humain qui s'attend à avoir un certain comportement et qui, de la part du robot, ne voit pas la même chose, et ça peut être perturbant. Aussi de voir en quoi un conducteur humain, à quelles conditions il va se sentir en sécurité, pour des raisons d'acceptabilité, mais aussi pour qu'il ait le bon niveau de sécurité perçue lorsqu'il interagit avec le véhicule autonome. Et alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais aussi une étude avec les forces de l'ordre pour voir comment, notamment, un IHM externe peut les aider à faire leurs interventions, contrôler un véhicule, savoir qu'il est en mode autonome, ou gérer, lors d'une escorte, le fait de pousser les autres véhicules. Donc, on a vu là les sujets à étudier. Et notre focus, alors je dois gérer, je suis désolé, les deux présentations en même temps. Je vais plus développer cette partie-là. La partie d'analyse des incidents n'est pas encore assez avancée aujourd'hui pour que je vous en parle. Donc, pour faire tout ça, comment on peut s'y prendre? On a besoin de données, et donc pour ça, on a besoin de méthodes. Donc, les méthodes qui sont intéressantes et bien rodées, c'est tout ce qui est données véhicules. Les véhicules automatisés sont bardés de capteurs, vous le savez. Également, ils sont dotés de caméras. Donc, on peut récupérer l'enregistrement vidéo de la scène de conduite avant et arrière, par exemple. On a bien évidemment accès à la vitesse, au freinage, à la position GPS. Est-ce que c'est le véhicule qui conduit ou non? Et aussi donc avec le safety driver qui est en permanence, sauf exception, et dans les véhicules autonomes, est là pour assurer, pour surveiller la conduite et s'assurer que tout se passe bien pour intervenir en cas de souci. Dans certains cas, il peut être amené à marquer certaines situations qui sont intéressantes. Donc, il va y avoir un tag avec un timestamp qui va indiquer qu'on va pouvoir retrouver pour retrouver ces situations intéressantes. Donc, ces données sont très riches. Elles sont aussi complétées par des caméras posées en bord de voie par le CEREMA, qui sont complémentaires, donc ils ne vont pas suivre le véhicule autonome, mais vont pouvoir observer l'ensemble de la circulation, et notamment, bien évidemment, quand le véhicule autonome va passer sur ces endroits qui sont enregistrés,
pour voir le comportement, des différences de comportement éventuellement avec et sans le véhicule autonome. Donc, ces données véhicules complétées avec les caméras bord de voie, c'est ce qui est privilégié pour regarder de manière un petit peu fine et quantifier l'interaction avec les autres usagers de la route, et notamment pour trouver les SCE, ces fameux incidents dont je vous ai parlé. Alors, ces données sont très, très, très riches, mais elles ne donnent pas un grand accès à ce qui se passe pour les autres usagers de la route. Donc, c'est là où il faut être créatif, parce que les autres usagers de la route, forcément, ils sont en dehors de notre véhicule. Donc, il y a des études qui ont été menées avec des questionnaires en ligne. Donc, par exemple, sur le campus de Saclay, il est possible d'avoir accès aux organismes, soit universitaires, soit professionnels, pour qu'ils puissent relayer des demandes de participation à des questionnaires, et ainsi avoir des participants pour lesquels il y a eu raisonnablement une chance qu'ils aient croisé, et on l'espère, noté la particularité du véhicule autonome pour pouvoir leur poser des questions. Mais il y a également une autre étude qui est en cours au lab en ce moment, où des personnes, des participants ont été recrutés et installés comme passagers dans un véhicule qui suit le véhicule autonome. Donc après, c'est des techniques de les faire commenter, d'entretien, pour leur demander de commenter, eux, déjà, comment ils perçoivent le comportement du véhicule autonome, leur demander de commenter le comportement des autres usagers de la route qui viennent interagir avec le véhicule autonome. Selon eux, est-ce qu'ils ont vu qu'il était en mode autonome ou pas? Est-ce qu'ils ont noté des choses bizarres? Ce qui permet également d'avoir leur projection sur comment eux se comporteraient avec ce véhicule autonome. Voilà. Donc ça donne des données complémentaires, donc des données qui sont en cours de recueil, sur lesquelles j'aurai, à part quelques anecdotes, pas grand-chose à vous dire pour l'instant, mais on pourra se revoir. Et enfin, je vais parler des safety drivers. J'ai déjà parlé des safety drivers, mais c'est vraiment des témoins privilégiés de ce qui se passe. Ils sont en permanence en train de surveiller comme du lait sur le feu que tout se passe bien, à monitorer tous les autres usagers de la route autour. Et donc, ils sont témoins de manière répétée de situations d'interaction. Et ils peuvent assez facilement restituer les éléments marquants selon eux. Donc, toutes ces méthodes sont complémentaires. L'idée, c'est de pouvoir les adapter selon les possibilités et les challenges de chaque expérimentation. Et l'intérêt, c'est de pouvoir généraliser ensuite les résultats en comparant ce qui se passe avec différentes conditions, différents véhicules, selon le type de route, la vitesse, etc. Donc voilà pour les méthodes. Ce dont je vais vous parler là, c'est essentiellement issu des entretiens menés avec les safety drivers, parce que c'est ce qui a été le plus immédiat à mettre en place, et donc on a déjà des données là-dessus. Alors, pour synthétiser un petit peu la richesse de ces observations, je vais le présenter comme ça, en introduisant, en disant que le véhicule autonome vient s'insérer dans un territoire dans lequel il y a déjà un trafic existant. Et donc, le véhicule autonome va lui aussi être la source de va avoir certains comportements qui peuvent être vécus comme des perturbations par les usagers de ce territoire. Et le véhicule autonome va aussi subir le comportement des autres usagers envers lui ou pas envers lui. Donc, si on regarde sur la gauche, je n'ai pas changé mon slide, je me suis fait encore avoir. Pardon, normalement, là, vous voyez. Ça doit être plus clair avec le visuel. Donc, je sais, vous ne voyez peut-être pas mon curseur. Sur la gauche, vous voyez le petit véhicule autonome. Donc, comme j'ai dit, le véhicule autonome, parce qu'il y a une expérimentation, va être intégré sur ce territoire. Et donc, il va y avoir des aménagements, des infrastructures qui vont être faites à son avantage. Donc, par exemple, des céder le passage, des stops qui vont être ajoutés, des voies qui vont être rognées pour qu'il puisse avoir son parcours. Et ça, c'est forcément, c'est de la place qui est prise sur les autres usagers de la route. Donc, par exemple, Bois de Vincennes, il y a eu des témoignages des safety drivers de la part de cyclistes qui sont venus, selon eux en tout cas, et ils sont venus de manière délibérée provoquer le véhicule autonome, sachant que le véhicule autonome était venu rogner sur les pistes cyclables auxquelles ils avaient accès auparavant.
Donc là, il y a bien une logique de partage de territoire où quand l'un a accès, les autres n'y ont pas forcément accès. Par ailleurs, le véhicule autonome, c'est un nouveau venu non humain. Contrairement aux autres usagers de la route qui sont sociaux, qui sont humains, c'est un robot qui conduit. Et ça peut interroger aussi. Alors, il y a eu des observations qui restent très rares, mais qui sont assez frappantes. Notamment, c'était sur le campus de Rennes, de certains cyclistes ou certains étudiants qui peuvent venir se jeter devant les roues du véhicule autonome ou venir le provoquer, venir taper dessus, taper sur le toit de la navette. Et ces comportements qui sont volontaires, toujours selon les safety drivers qui ont pu les observer de manière répétée, ça semble manifester un comportement identitaire ou de protestation peut-être plus identitaire de la part des étudiants qui manifestent leur identité à eux ou leur interrogation par rapport à la nature robotique de ce nouveau venu sur un territoire familier. Ensuite, un autre facteur qui est très important, c'est la vitesse, notamment pour les navettes ou pour les robotaxis. Donc, dans des milieux urbains avec des piétons ou des trottinettes qui peuvent débouler en 1 seconde. Donc, il y a des vitesses qui sont très contrôlées avec des vitesses qui sont de 5, 6, 7, 8 km/h. Et forcément, des navettes qui vont à ces faibles vitesses, ça impacte la fluidité de la circulation des autres usagers de la route. Et donc, on peut observer de la part des autres usagers de la route des refus de priorité, tant à céder le passage qu'un stop, mais aussi des comportements dangereux et qui, toujours selon les safety drivers, sont identifiés comme étant parfois spécifiques aux véhicules autonomes. Que c'est vraiment selon eux en tout cas, c'est vraiment les conducteurs humains identifient que c'est un véhicule autonome qu'ils ont pu croiser de manière régulière et dont ils ont vu qu'il y avait une vitesse qui, une fois qu'on est coincé derrière, bloque, surtout si on est en retard pour aller au travail. C'est des phénomènes qu'on peut aussi voir similaires aux camions poubelles ou aux véhicules écoles. Et donc, ces comportements ont été observés. Donc, des exemples, par exemple, c'est un véhicule, là c'était à Rouen, derrière le robotaxi, qui va doubler le robotaxi à l'entrée d'un rond-point en passant sur l'autre voie qui pourtant est séparée physiquement. Et donc, il va à contresens pour rentrer dans le rond-point, pour ne pas rester bloqué derrière la navette, qui parfois met un petit peu de temps à s'insérer dans la circulation du rond-point. Un autre comportement, c'était à l'université de Rennes. On peut voir des navettes qui s'arrêtent, certains arrêts sont sur la voie, et donc certains véhicules se dépêchent de doubler, alors qu'un véhicule arrive en face, les obligeant à se rabattre de manière un petit peu précipitée et avec des temps intervéhiculaires qui sont très courts. Ensuite, un dernier aspect, c'est la sensibilité des véhicules autonomes aux obstacles. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui nécessite des précautions, le véhicule autonome va prendre ses précautions avec des marges d'adaptation qui sont aussi inexistantes, notamment par rapport aux règles légales. Un véhicule autonome peut difficilement être programmé pour ne pas respecter les règles du code de la route. Pour un constructeur, ce serait une position difficile à tenir. Et donc, cette sensibilité, ce manque d'adaptation humaine aux règles peut amener des perturbations pour le véhicule autonome qui ne sont pas toujours voulues de la part des autres usagers de la route. Un cycliste qui a l'habitude de passer à côté de voitures et ce qui pour lui est un comportement tout à fait banal, peut ne pas anticiper que s'il se rapproche trop d'un véhicule ou d'une navette, il va rentrer dans sa marge de sécurité qui va amener un comportement, par exemple un freinage d'urgence. Un autre facteur en milieu urbain avec les navettes qui a été reporté de manière massive aussi, c'est tout ce qui est stationnement illégal,
stationnement approximatif, voire même certains véhicules, je ne sais pas, un camping-car qui est un petit peu large, qui dépasse de la place de parking, son rétroviseur, par exemple, peut être détecté dans le champ prévu pour le véhicule autonome pour passer. Donc là, il n'y a aucune mauvaise intention des autres usagers de la route. Ceci dit, ça peut être un facteur qui vient perturber le bon fonctionnement du véhicule autonome, qui n'a pas cette adaptabilité humaine pour faire un petit écart, éventuellement mordre un peu sur la ligne blanche, ce qui est un comportement qui peut être considéré comme parfaitement toléré, mais qui nécessite d'avoir cette capacité de s'affranchir de la règle formelle. Donc vous voyez que entre ce qui est de l'expérimentation du comportement propre du véhicule autonome, on voit tout ce panorama de comportement humain qui peut être soit spécifiquement dirigé vers le véhicule autonome, soit un comportement totalement normal qui se trouve être perçu par le véhicule autonome comme perturbant. Et donc, en conclusion, tel que je l'ai résumé, voilà, l'insertion dans un territoire existant, le véhicule autonome subit des incivilités qui sont quotidiennes envers les usagers humains entre eux, mais le subit aussi avec une sensibilité accrue. Et de son côté, son comportement très prudent participe à cette sensibilité et peut aussi amener des perturbations, avec quelques rares mais marquantes manifestations d'intérêt, voire de protestation. On a aussi vu sur les voies chaussées séparées certains véhicules qui restent juste à côté du véhicule autonome parce qu'il a des stickers, parce qu'on voit qu'il y a des capteurs, et donc en restant à côté, qui l'ont empêché de dépasser et l'ont obligé à rester coincé derrière un véhicule devant. Tout ça, ça ouvre vers des leviers de sécurité et d'acceptance du véhicule autonome. Alors bien sûr, l'idée c'est de pouvoir adapter le comportement du robot aux attentes humaines, mais là, il y a des contraintes techniques et de sécurité qu'il est difficile de pousser trop. D'autres facteurs et leviers qui sont importants, c'est de pouvoir informer et aussi montrer l'intérêt et la légitimité du véhicule autonome sur le territoire, montrer qu'il a un rôle à jouer et que la place qu'il prend éventuellement aux autres usagers de la route a une légitimité. Et enfin, on parle d'infrastructure et de territoire. Par exemple, l'arrêt en plein milieu de la voie, c'est bien identifié comme étant une perturbation pour le trafic, ce qui peut poser des soucis d'acceptabilité, voire des comportements dangereux. Donc, au moment de penser l'infrastructure d'un territoire, ce qui se décide sur le long terme, il faut penser aussi la place que peut prendre le véhicule autonome. Est-ce qu'il faut prévoir des zones d'arrêt dédiées à partager, par exemple avec du VTC? Mais voilà, c'est des nouvelles problématiques qui sont à prendre en compte. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour votre attention. Et là, je vais passer sur le bon slide. Voilà, s'il y a un petit peu de temps pour les questions, sinon je répondrai dans le chat. Merci Jean-Baptiste. On a une question dans le chat. Je propose de la traiter par écrit pour laisser suffisamment de temps à Philippe Chrétien pour sa présentation. Et puis, s'il nous reste un petit peu de temps à la fin, on traitera le reste des questions par ordre. Merci bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Et Philippe, je passe tout de suite. Tu présentes les slides ou je les passe? Je partage? Oui, si tu peux partager, ce sera très bien. Simple pour passer les slides. Voilà, c'est à l'écran. Voilà, c'est à l'écran. En mode présentation, ça marche. Oui, c'est parfait. Voilà. Donc, en fait, voilà, ça fait suite. Je prolonge un petit peu ma présentation d'hier où j'ai initié cette question du projet H2020 Avenue avec un slide de ce type-là, puisque, en fait, les navettes autonomes, ce qui a été rebaptisé Automated Minibuses au niveau européen, pour abandonner le terme autonome, plutôt quelque chose qui soit automatisé. C'est à la fois une solution potentielle et donc ça fait l'objet d'une initiative qui est ce projet avec deux types d'objectifs. Le premier, c'était de démontrer ou de confirmer en fait l'intérêt sociétal des services qu'on peut apporter dans la ville de demain. Et deuxièmement, de préciser quelle pourrait être la roadmap justement pour pouvoir bénéficier de
de ces atouts-là. En termes de partenaires, je vais très vite. Le coordinateur, c'est l'Université de Genève, hein, sachant que la Suisse donc doit financer pour bénéficier des projets européens. On a 3 autres universités européennes qui sont placées ici. On a un partenaire constructeur de navettes qui est Navia. On a 4 partenaires, donc PTO, c'est-à-dire Public Transport Operators, dont un français donc, qui est Keolis. Hein. En fait, ça correspond à des sites d'application. Donc Keolis, c'est Lyon, Genève, c'est à Genève, Holo, c'est au Danemark, et donc Celsen, c'est Luxembourg. Ensuite, on a des développeurs d'applications mobiles, puisque dans les services, il y a toute cette interface avec les utilisateurs, et puis il y a des acteurs techniques dans lesquels le César, et puis on va trouver aussi AVL et Virtual Vehicle qui sont très impliqués sur les sujets qu'on évoque aujourd'hui, la sécurité, donc notamment dans le WP6, dont le leader est César, donc c'est Clément Val, dont l'objectif est Safety and Security, et donc toute la partie évaluation. Donc ce qui est notable, c'est que contrairement au domaine automobile, où il y a déjà beaucoup de choses connues, là on a établi une méthodologie page blanche, ce qui suppose d'identifier les risques. Pour identifier les risques, il faut collecter des données. On s'est rendu compte qu'on avait besoin d'un périmètre plus large que l'automobile, et que notamment, en fait, les acteurs internes au véhicule, il faut les observer aussi pour les protéger. Donc on va tout à l'heure élargir un petit peu la notion d'incident qu'a évoqué tout à l'heure Jean-Baptiste. Ce ne sont pas pour nous seulement des presque accidents, puisque dans la qualité de service et dans le maintien du service, on a d'autres sujets comme la fermeture des portes, le vandalisme, etc. Pour traiter tout ça, en fait, on a eu besoin d'utiliser les 3 métiers. On a fait du comportement, l'accidentologie plutôt au sens incidentologie, et puis donc la biomécanique des chocs. On s'est rendu compte qu'il y avait des failles manifestes aujourd'hui en sécurité passive, puisqu'il n'y a aucune exigence en la matière s'agissant d'une expérimentation. Donc je vous confirme, quand il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de résultat non plus. Au niveau de la reprise en main, beaucoup de difficultés, sachant que la reprise en main consiste aussi à passer en mode manuel. On n'a plus tout un tas d'automatismes qui sont désactivés, et comme le poste de conduite n'est pas localisé à l'intérieur du véhicule, on fonctionne avec des joysticks. En fait, il y a pas mal d'incidents dans ces phases-là. Bien sûr, un remplacement délicat du safety driver qu'a évoqué Jean-Baptiste par un opérateur distant. Ça, c'est pas évident. Construction d'une bibliothèque des scénarios à risque, comme dans l'automobile, mais à partir de la page blanche. Et donc des limites, évidemment, des démonstrateurs technologiques qui ne sont pas représentatifs du service qu'on veut observer plus tard. Et ça, c'est très important pour les comportements humains, parce qu'on n'est pas dans les situations futures. Donc au niveau du WP6 qu'on pilotait, nous on était plus impliqués sur les tâches 1 et 2 qui concernent la Safety Evaluation. La tâche 3 concerne la cybersécurité que je ne vais pas aborder ici. Donc dans ce périmètre, il s'agit de protéger les passagers, mais aussi tous les autres usagers. Et dans l'environnement dont on parle, c'est fondamental, il y a beaucoup de vulnérables. Et on a identifié 5 composantes que vous voyez ici. La question donc d'éviter les blessures en cas de choc véhicule, évidemment. La question donc de la sûreté de fonctionnement, garantir le maintien du fonctionnement nominal. L'aspect opérationnel, donc tout ce qui est d'éviter le blessé, les passagers, les utilisateurs à l'intérieur du véhicule. La même façon pour les risques électriques ou mécaniques. Et puis le SOTIF. Le SOTIF, c'est Safety of the Intended Functionality, c'est ce qui est complémentaire de la sûreté de fonctionnement. Je vais vous l'expliciter juste après. C'est évidemment ça une problématique qui implique tous les acteurs du projet, qu'il s'agisse du constructeur de la navette, qu'il s'agisse des opérateurs de transport public,
qu'il s'agisse évidemment de nous, ou de tous les acteurs. Alors, pour imager ça, en fait, j'ai une image en 3 vues. Voyez effectivement le comportement qui est visé, qui est requis. Vous avez ensuite un travail de spécification pour définir le comportement qui est attendu. Et après, vous avez en fait la réalisation de ça et vous avez un gap supplémentaire d'implémentation dans le cadre du développement. Et ce que vous observez à la fin, c'est cet écart-là entre ce qu'il faudrait et ce qui a été réalisé. Donc, tout le travail qu'on a à faire consiste en fait à préparer le développement pour réduire ces écarts-là. Donc, la functional safety, sûreté de fonctionnement, vous permet en fait de garantir à epsilon près donc un fonctionnement nominal. La question qui reste étant que savoir si ce fonctionnement nominal, il est sûr dans la réalité des comportements. Et donc, nous, on a fait un travail plutôt centré sur cette partie-là, sur le SOTIF, sachant que la sûreté de fonctionnement, c'est principalement dans le développement de la navette, et on n'avait pas mission de développer une navette autonome. On a bien fait prendre conscience à tout le monde qu'on avait un challenge de plus par rapport à une voiture en ce qui concernant une navette autonome. En fait, on a à prendre en compte le fait que dans la navette, les passagers peuvent être debout, ça peut être des personnes particulièrement vulnérables, des personnes handicapées, des personnes âgées, et donc en fait, le freinage peut tuer, alors que dans une voiture, en fait, lorsqu'il s'agit de faire une manœuvre d'évitement, on ne tient pas compte des occupants de la voiture qui sont considérés comme étant assis, ceinturés et parfaitement maintenus. Ce n'est pas du tout le cas ici et on a beaucoup d'arbitrages délicats à assurer. La méthodologie d'évaluation comporte 4 étapes. Je vous ai pas refait une version en français, mais chacun comprendra ce qui est écrit ici. L'objectif, c'est en associant tous ces outils, d'essayer d'évaluer les niveaux de risque pour les maîtriser. Alors maintenant, le WP9, son objectif, c'est de définir en fait une transition roadmap pour introduire finalement la conduite autonome dans le transport public. Donc c'est piloté par Olo, qui est un opérateur de transport public. La première chose, c'est que de toute évidence, les automated minibus sont reconnus par tous et très fortement par les acteurs publics comme une opportunité, puisqu'en fait, on a un environnement qui est maîtrisé pour introduire de la conduite automatisée, aussi parce que c'est complémentaire des services de transport conventionnels, donc étant entendu parler, donc les derniers kilomètres, la desserte de nuit, les services à la demande, les handicapés, etc. Donc il y a tout un éventail de services qu'on peut introduire grâce à ça. Une des conditions, c'est qu'on passe à un opérateur distant, puisque le safety driver, au départ, fait que le coût est prohibitif, donc c'est une condition nécessaire. Et donc en dernier, j'aurais dû le mettre en dernier, ça contribue très très significativement à la transition écologique dans toutes les simulations qui ont été faites, contrairement au robot taxi, où en fait il y a beaucoup d'incertitudes sur les usages et sur les bilans qu'on peut en tirer. Grosse difficulté, c'est qu'on a un manque de visibilité, les progrès réglementaires sont jugés lents évidemment par les acteurs concernés. Il y a un type spécifique pour la réception européenne qui va être créé pour les automated minibus, et c'est véritablement fondamental, on ne peut pas faire autrement. La question, c'est de savoir comment sera gérée la sécurité passive là-dessus, puisque les véhicules d'expérimentation sont à des années-lumière de ce qu'il faudrait faire. Donc, l'autre élément, c'est que ce qu'on sent bien, c'est que cette expérience-là va pouvoir nous aider pour introduire d'autres véhicules automatisés, et on peut probablement se servir des navettes pour collecter des données, puisqu'on a tous les capteurs qu'il faut dessus, et donc pour préparer les étapes suivantes. En ce qui me concerne, moi je suis responsable de la tâche 9.2 qui consiste à établir la Safety and Service Quality Roadmap.
Donc plusieurs éléments déjà de conclusion à ce stade, c'est qu'il y a un besoin de réglementation en sécurité active, mais aussi en sécurité passive. Et là, beaucoup de questions sont posées, puisqu'on sait qu'on n'échappera pas à des accidents avec la conduite automatisée. La question, c'est quelles sont les causes, hein, comme l'accident dramatique qu'il y a eu avec une Tesla tout récemment. Remonter aux causes, bien comprendre ce qui s'est passé. On est amené à étendre les méthodologies safety à la qualité de service. C'était un petit peu le challenge que l'on avait, hein, au travers de cette roadmap. Ça veut dire qu'on a donné une définition aux incidents un peu plus large que le presque accident, et notamment par exemple le vandalisme dans un véhicule ou l'agression d'un passager par un autre est considéré comme un incident, donc il s'agit de les détecter et d'avoir un traitement particulier, je vais vous l'expliquer. On a une synergie avec les besoins de collecte de données pour le traitement judiciaire, parce qu'évidemment, il peut y avoir des procédures judiciaires suite à de tels comportements. Il y a un rôle particulier des Public Transport Authorities et du réseau à mettre en place en Europe, donc entre les différents pays. On aura besoin de tiers habilités pour pouvoir traiter en fait ces données, qui sont des données qui devront être sauvegardées et cryptées, qui sont des données personnelles sensibles, pour les analyser, les anonymiser au travers en fait d'un retour d'expérience, d'un feedback qui est à organiser vers les constructeurs, vers les opérateurs de transport public, vers les administrations, et au niveau transversal, assurer un partage entre les différents pays du retour d'expérience. Donc, sur le traitement d'un accident corporel, en fait, le schéma auquel on est habitué, en fait, est celui-là. C'est-à-dire que par rapport à des situations à risque, il y a dans certains cas, rares heureusement, des accidents. La priorité, c'est le secours aux personnes. Ensuite, on a effectivement une analyse avec un rapport concernant l'accident qui va venir alimenter d'un côté la branche indemnisation pour le traitement juridique. Là, par exemple, on va se concentrer sur les personnes, leurs responsabilités, les infractions, etc. Voilà, on est dans le domaine des personnes. Au niveau RGPD, on a une limite extrêmement rigide par rapport en fait au domaine qui nous intéresse, le domaine scientifique, où une personne est analysée comme un humain, on va analyser son comportement, on va parler plutôt des causes de l'accident et on va rechercher des solutions. Voilà, processus d'amélioration. Voilà donc le schéma. Et ce qu'on propose, ce qu'on va proposer dans le cadre de ce projet, c'est d'étendre cette logique-là à tout type d'incident, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement qu'on va appeler un fonctionnement nominal, dans lequel effectivement il y a des données qui peuvent être remontées aux opérateurs de transport public, aux fabricants, aux concepteurs en fait de la navette, mais pas de données personnelles, pas de données sensibles évidemment. Et puis en cas d'incident, on détecte un incident, dans ce cas-là, il y a un package de données qui est protégé et qui peut être transmis par le PTA à des experts autorisés pour assurer un feedback. Voilà, j'en ai terminé parce que je crois qu'on est arrivé. Alors, je suis intéressé pour répondre à des questions s'il y en a. Merci, comme mes collègues, je crois. Merci Philippe. Effectivement, on a un petit peu dépassé, mais je pense que c'était intéressant d'avoir le contenu complet de ces 3 présentations. Pour l'instant, je ne vois pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à les poser avant qu'on puisse conclure la session. Sinon, dans tous les cas, les intervenants, pour la plupart d'entre eux, seront présents demain pour notre 3e événement, donc Pitch and Networking, qui se tiendra donc en présentiel à Paris, auquel cas je vous laisserai leur poser vos questions à ce moment-là. Bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc je vous propose de conclure notre session du jour. Vous trouverez effectivement, comme j'ai pu le dire en introduction, le replay des 2 sessions disponibles sur notre site internet, et je vous le transférerai directement par mail à la suite de cette session. En tout cas, je remercie encore les intervenants pour leur présentation intéressante, et puis je vous dis à demain pour la suite.